York. Tous les grands dignitaires du royaume, les évêques, le parlement, 500 chevaliers invités et 100 nobles écossais sont venus en la cathédrale, au milieu d'une foule innombrable et crottée, assister au mariage d'Édouard III d'Angleterre et de Madame Philippa de Hainaut, sa cousine. Ici, je te prends, Philippa, pour ma femme épousée, pour t'avoir et garder en mon lit et à mon logis, pour le beau et le laid, le meilleur et le pire, dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et pour tout ceci, je t'engage ma foi. Offrez, madame, votre main droite. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prosternez-vous, madame, aux pieds de votre époux pour recevoir les deniers. Le peuple va l'aimer. Cet amour qu'elle pressentait, Isabelle le reçut comme une blessure. Désormais, c'était Philippa, la reine. Son temps à elle était achevé. À moins qu'en France, plus de cervelle dans la tête, plus de cœur dans la poitrine, ni d'entrailles dans le ventre, Charles IV, dernier fils de Philippe le Bel, est embaumé. Il laisse pour veuve la reine Jeanne, sa troisième épouse. Elle est grosse jusqu'au menton. Si c'est d'un fils, il sera roi. Si c'est une fille, au nom de la loi salique, grâce à laquelle son frère Philippe s'est fait roi, la couronne ira au parent mâle le plus proche du monarque trépassé. Ce parent, c'est Philippe de Valois, fils de ce Charles de Valois, qui tant chercha un trône sans jamais l'obtenir. Il lui faut, s'il veut tenir un jour le sceptre, se saisir dès à présent du gouvernement du royaume. Robert d'Artois, son beau-frère, s'y emploie. À Philippe d'Évreux, il a offert la Navarre. À Louis de Bourbon, la reconnaissance de titres et de terres. À Guy de Blois, le rachat de son droit de battre monnaie. Au comte de Flandre, il a juré de lui reconquérir son comté par les armes. Pour Eudes de Bourgogne, Robert d'Artois s'abstient. Le duc a épousé la petite-fille de Marot et garde sur l'Artois un œil rapace. Tout semble se dérouler selon le plan parfaitement agencé par le baron écarlate. Mais à l'aube du jour où doit se tenir le conseil des pairs, arrive au palais un évêque anglais. Je viens ici porter parole pour le roi d'Angleterre, duc de Guyenne. Au nom de mon maître, j'ai à déclarer que la plus proche parente du feu roi Charles de France est la reine Isabelle, sa sœur, et que la régence de ce fait doit à elle revenir. Si la couronne à femme pouvait aller, ce ne serait point à votre reine, messire évêque, mais à nul autre qu'à Jeanne la petite. Et la régence à exercer devrait l'être par son époux, que voici, monseigneur d'Évreux, ou par son oncle, qui est à mon côté, le duc Eudes. Allons! Il paraît qu'en ce jour, chacun s'empresse à se renier. Je vois Madame Mao, ma bien-aimée tante, toute prête à reconnaître à Jeanne de Navarre les droits précisément qu'elle lui conteste naguère. Je vois le noble évêque d'Angleterre se réclamer des actes d'un roi qu'il s'est occupé à déchasser du trône
pour faiblesse, incurie et trahison. Voyons, messieurs Orleton, on ne peut refaire une loi à chaque occasion de l'appliquer, ni au gré de chaque parti. Nous aimons et respectons Madame Isabelle, notre parente, que nous sommes quelques-uns ici à avoir aidé et servi. Mais sa requête est irrecevable. Si l'on admet, pour ne point revenir sur une loi appliquée, que femme ne peut régner, alors ce n'est point au nom de la reine Isabelle que je réclame la régence, mais au nom de son fils, le roi Édouard III, seul descendant mâle de la lignée directe. Que dit-on? Messire l'évêque réclame la couronne pour Édouard, son roi. Jamais! Jamais France ne sera langlois. Allons, Bretagne. Allons, Blois. Allons, Nevers. Allons, Bourgogne. Vous acceptez d'attendre cela? Nous avons un roi à porter en terre. Le 6e de ceux que j'aurais vu passer de mon vivant. Tous ont dû lever leur hoste contre l'Angleterre. Qui commande à la France doit être du sang de France. Et qu'on en finisse avec ces sornettes qui feraient rire mon cheval. Je donne mon conseil, avec le droit du plus vieux, pour que le comte de Valois, le plus proche du trône, soit proclamé régent, gardien et gouverneur du royaume. Il a bien dit. Il a bien dit. Il a bien dit. Le vendredi saint 1er avril de l'an 1328, Madame Jeanne d'Évreux, veuve de Charles IV le Bel, met au monde une fille. De ce fait, Philippe de Valois devient Philippe VI de France. Et Reims voit se dérouler un nouveau sacre, le 4e en 14 ans. La Louve de France s'est inclinée. L'Angleterre est pauvre. Pour aller rendre l'hommage qu'il doit au roi de France, le jeune Édouard, 3e du nom, a dû emprunter 5000 livres aux Lombards de Londres. À Amiens, pairs, barons, dignitaires s'ajustent et se parent pour figurer à cette cérémonie qui doit confirmer Philippe dans sa situation de premier souverain d'Occident. Allons, je suis dignement vêtu. C'eût été pitié vraiment que je ne fusse pas fait père du royaume. Car la robe m'en sied bien. Et je vais bien les traîner, cette robe, due à la reconnaissance de mon royal cousin. Devant tous les hauts hommes rassemblés, et Mao, la femelle, je ferai éclater mon droit. Mais cette femme, Robert, qui doit vous apporter les pièces, êtes-vous sûr qu'elle arrivera à temps? Certes, certes. Et si même elle ne se présentait pas ce matin, je n'en clamerai pas moins ma requête. Nous en sommes convenus avec Philippe. Monseigneur. Oui. La dame que vous attendez est là. Conduis-la moi. Les pièces, donnez. Je ne les ai point, monseigneur. Comment vous les avez point? M'aviez assuré que vous les porteriez ce matin. J'arrive du château d'Hirson, monseigneur, où je me suis introduite hier. Je suis allée au coffre de fer scellé dans le mur. Et alors? Il était vide. Fort bien. Belle nouvelle! Et il vous a fallu pour un si grand exploit me lanterner tout un beau mois. Je ne me trompe pas. Vous êtes bien venu de votre propre volonté. Vous deviez, disiez-vous, me remettre les actes qui me rendraient la possession de l'Artois. J'attends. Et c'est aujourd'hui que je dois présenter les 2 lettres au roi. Les 3, monseigneur. Le traité de mariage du comte Philippe, votre père, la lettre du comte Robert, votre grand-père, et celle de messire Thierry. Encore mieux. Les 3.
Et vous prétendez que le coffre est vide. Et vous pensez que je vais vous croire? Monseigneur. Dis-moi, Ladivion, ne serais-tu pas en train de me jouer un tour? Cherches-tu à me soutirer davantage ou m'aurais-tu trahi pour Mao? Monseigneur, qu'allez-vous imaginer? La comtesse Mao, qui m'a volé tout ce que mon cher seigneur Thierry m'avait laissé par testament? Je lui souhaite bien autant de mal que vous pouvez le faire à Madame Mao. Pensez, monseigneur, 12 ans je fus la bonne amie de Thierry. À cause de quoi beaucoup de gens me montraient du doigt. Pourtant, un évêque, c'est un homme tout pareillement aux autres. Dites le vrai, la femme. Vous n'avez jamais vu ces lettres. Mais si, monseigneur! C'était au château d'Hirson, le jour que Thierry se sentit malade. Ma Jeannette, qu'il m'a dit. Je veux te prémunir contre Madame Mao, comme je m'en suis prémunie moi-même. Oui, c'est là qu'il m'a tout raconté. Comment les lettres scellées avaient été ôtées des registres pour être brûlées. Mais Thierry les avait conservées dans un coffre, avec un écrit de lui les certifiant. Et du coffre, il m'a donné la clé. Ma visite a dû donner l'éveil. On a découvert le coffre et forcé les verrous. C'est la Béatrice, à coup sûr. Je n'aurai jamais ces lettres. Monseigneur. Oui. Ces lettres, on pourrait aisément les refaire. Les refaire? Du moment qu'on sait ce qu'il y avait dedans. Moi, je le sais. Je puis vous répéter presque parole pour parole la lettre de Messire Thierry. Monseigneur. Oui, je sais. C'est que le roi s'apprête à descendre. Bon, je viens. Je vous reverrai, la femme. Mais tenez-vous coite. Fils de roi ne saurait s'agenouiller devant fils de comte. Voyons, monseigneur Orleton, l'an passé, vous étiez en France pour soutenir que j'avais plus de droit au trône de France que mon cousin Valois. Et vous accepteriez à présent que je me jette à terre devant lui. Mais Lord Mortimer tient beaucoup à la paix avec la France. My Lord Sénéchal, vous êtes ici pour me garder, je pense, non pour me commander. Lord Mortimer est notre grand ami, mais il n'est pas le roi. Je ne rendrai pas l'hommage lige. C'est la coutume, sire. Elle ne me permet pas de respecter mon devoir. Ah non, mes lords, y avez-vous réfléchi? S'il survenait tandis que nous avons guerre en Écosse, que le roi de France me veuille requérir pour sa guerre à lui, en Flandre, en Lombardie ou ailleurs, je devrais tout quitter pour venir le joindre. Faute de quoi, il aurait droit de saisir mon duché. Cela ne se peut. Allez dire à mon cousin, le roi Philippe, que je ne rendrai pas l'hommage lige. Soit. Qu'il rende l'hommage simple, je lui donne raison. À sa place, je ferai sans doute de même. Sire, je deviens votre homme de la duché de Guyenne et de ses appartenances, que je clame tenir de vous comme duc de Guyenne et pair de France. Sire, vous devenez homme du roi de France, Monseigneur, pour la duché de Guyenne et ses appartenances, que vous reconnaissez tenir de lui comme duc de Guyenne et pair de France, selon la forme des paix faites entre nos devanciers, rois de France, et les vôtres, et selon ce que vous et vos ancêtres, rois d'Angleterre et ducs de Guyenne, avez fait pour la même duché
envers ses devanciers rois de France. En vérité, le roi, mon maître, vous reçoit. Et maintenant, mon cousin, nous allons entendre messe. Sire! Sire, puisque tous vos vassaux sont ici rassemblés, et qu'à tous, vous devez votre justice. Justice, je viens vous demander. Mon cousin, vous aurait-on fait du tort? Il m'a été fait tort, sire, par votre vassal, Dame Mao de Bourgogne, qui tient indûment, par cautèle et félonie, les titres et possessions du comté d'Artois qui me reviennent, par droit de mes pères. Allons, cela devait bien arriver. Mon cousin, pouvez-vous produire pièces et témoignages pour certifier votre droit? Je le puis. Il ne le peut, il ment. Ma tante! Niez-vous donc que le traité de mariage du noble comte Philippe d'Artois, mon père, me faisait, moi, son premier ouar à naître, héritier de l'Artois, et que vous avez profité de mon enfance quand mon père fut mort pour me dépouiller? Je le nie. Niez-vous qu'il y ait eu traité de mariage? Je le nie. Monseigneur l'évêque, veuillez porter jusqu'à nous les saints évangiles et les présenter aux plaignants ainsi qu'à la défendresse. Acceptez-vous l'un comme l'autre, mon cousin, ma cousine, d'assurer vos dires par serment prononcés sur les très saints évangiles de la foi, par devant nous, votre suzerain, et les rois, nos parents et tous vos pères ainsi assemblés? J'accepte. J'accepte. Dégantez-vous. Je jure que la comté d'Artois est mienne, et que je produirai lettres et témoignages qui établiront mes titres et possessions. Mon beau neveu, osez-vous jurer que telles lettres, vous les avez jamais vues ou possédées? Je le jure. Mais vous, ma belle tante, osez-vous jurer que telles lettres n'ont point existé et que vous n'en avez jamais eu connaissance, ni possession en vos mains? J'en fais serment. Et demain, commissaires seront nommés pour mener enquête et éclairer ma justice. Qui a menti sera châtié par Dieu. Qui a dit vrai sera établi dans son bon droit. Le 17e jour du mois de juin de l'an 1329, nous, Pierre de Villebrème, chevalier, et nous, Pierre Tesson, notaire du roi, sommes venus ouïr... Pierre Tesson, avez-vous dit? Oui, monseigneur. Êtes-vous le même Tesson qui se trouvait précédemment attaché à l'hôtel de Monseigneur d'Artois? Le même, monseigneur. Et à présent, vous voilà notaire du roi. Fort bien, fort bien. Je vous en complimente. Monseigneur d'Artois a la main heureuse. Sommes venus ouïr, haut et puissant seigneur, le comte Hugues de Bouville, et l'avons entendu comme d'usage, en lieu ouvert, dans le verger de son hôtel, non loin le pré aux Clercs, lequel, seigneur de Bouville, nous a déclaré de sa voix que, lorsqu'il était chambellan de notre sire Philippe le Bel, avant que celui-ci ne devint roi, il eut connaissance du traité de mariage conclu entre feu monseigneur Philippe d'Artois et madame Blanche de Bretagne, et qu'il eut le dit traité entre les mains, et qu'au dit traité, il était précisément inscrit que le comté d'Artois irait, par droit d'héritage, au dit monseigneur Philippe d'Artois, et après lui, à ses ouars mâles, issus
du dit mariage. Je dis ça, moi? J'ai eu le traité en main, cela, oui. Je l'ai indiqué à monseigneur d'Artois lui-même quand il m'est venu visiter l'autre jour, mais je n'ai jamais prétendu que je l'avais lu. Pourquoi, monseigneur, auriez-vous tenu le traité de Vervaux si ce n'était point pour le lire? Mais pour le porter au chancelier de mon maître afin qu'il le scellât. Car le traité fut scellé, ça je m'en souviens bien, par tous les pairs dont mon maître Philippe le Bel était en tant que premier fils de la couronne. Ceci est à noter, Tesson. Tous les pairs ont apposé leur sceau. Sans même avoir lu la pièce, monseigneur, vous saviez bien que l'héritage d'Artois y était assuré au comte Philippe et à ses War mâles. Je l'ai ouï dire, mais je ne l'ai point lu. Alors rectifions. Le comte de Bouville nous a déclaré avoir ouï dire. Je continue. Oui. Et encore nous a certifié que le traité fut bien placé au registre de la cour. Et encore tient pour vrai qu'il fut soustrait plus tard au dit registre par manœuvre de malice et sur l'ordre de Madame Mao d'Artois. Décidément, je vieillis mal. Je ne me souviens pas non plus avoir dit cela, ni avoir parlé de Madame Mao. Vous avez certifié que le traité de mariage disparut des registres. Que je l'ai ouï dire. Et qui pouvait avoir intérêt à ce qu'il fût dérobé, sinon la comtesse Mao? Oh, certes, la comtesse Mao est capable de tout. De tout. Je ne le sais que trop. Où dois-je signer? Ici, monseigneur. Fort bien. Fort bonne pièce. Ce comte de Bouville est décidément un brave homme. Et vous êtes habile, maître Tesson. On devrait vous anoblir. Maître Tesson de la chicane. Voilà qui sonnerait bien. Je vous complimente aussi pour la déposition du sire de Machaut. Plus vrai que le vrai. C'est qu'elle est entièrement fausse, monseigneur. Oui, j'entends bien, mais Machaut lui-même ne le sait pas. Il se venge d'un mort et il y met beaucoup d'imagination. Ainsi, Enguerrand de Marigny, allant au gibet, lui aurait déclaré avoir reçu 40 000 livres de ma tante Mao pour lui faire gagner son procès devant le roi. Cet homme-là rêve tout debout. D'abord, Enguerrand de Marigny, que je ne prisais guère, était honnête. Il en est même trépassé avant l'heure. Et puis ma tante Mao, la gueuse, est avare. Elle aurait promis 100 000 livres, mais n'en aurait jamais donné 40. Les meilleurs faux témoins sont ceux qui trompent de bonne foi. Maître Tesson, mon ami, je vous ai fait désigner par le roi. Continuez à me recueillir tous ces témoignages. Rien n'est plus enivrant que la quête de la vérité. Je vous y aiderai. De mes deniers et de mes amitiés, je suis riche. Et pourtant, je suis bon. Encore faut-il qu'on m'aide à le rester. On n'a guère vu Mao à la cour ces temps-ci. Elle ne bouge plus la vieille truie. Elle tremble. J'ai été avisé que nos gens d'enquête sont suivis en Artois. Et nos témoins visités par d'autres que par nous. Madame Mao a des appuis du côté de la reine. Oui, mais moi j'ai le roi. Il faudrait quand même produire les pièces, monseigneur. Oui, ben elles viennent, vos pièces, elles viennent. À propos, vous avez noté dans la déposition du comte de Bouville que le traité de mariage avait été scellé par les 12 pairs. Pourquoi cela? Pourquoi l'avez-vous mis? Parce que le témoin l'a dit, monseigneur. Mais alors, il est très vieux, le témoin. On sait plus très bien ce qu'il dit, le témoin. Et avec sa petite phrase de trop, il va me coûter des fortunes. Eh oui, maître Tesson. Cette fameuse copie du traité de mariage, celle des registres d'Artois, que j'attends, si on me la donne, sans qu'y figurent les sceaux des 12 pairs de l'époque, elle ne vaudra rien. Les gens ne se doutent pas du surcroît de soucis qu'ils me procurent. Et comment trouver les noms de ces 12 pairs en 82?
Pour les comtes et ducs, des choses faciles. Mais les pères d'église, qui étaient-ils? Quand je vous dis qu'il faut être attentif à tout. Monseigneur, si vous n'aviez été si grand baron, vous eussiez fait le meilleur notaire qui soit au royaume. Ouais. Sans offense. Je dis cela sans offense. Oui, bien, maître Tesson, puisque vous avez cette chance d'être depuis fort longtemps à bonne école, faites-en large usage. Et ramenez-moi de beaux et sincères témoignages. On vous en sera gré. Jeanne! Jeanne! Ah, ce maudit Tesson. Voilà qu'il nous parle de 12 pères de l'an 82, maintenant. Allez donc faire défaut avec des maladroits comme celui-ci. Ah, en être réduit, moi, à confectionner des faux pour dire le vrai. Mais comment se procurer le nom de ces 12 pères? Au registre de l'abbaye de Saint-Denis, mon doux ami. Mon confesseur ira les relever sans attirer l'attention. Mais savez-vous, mamie, savez-vous que si vous n'étiez si haute dame, vous eussiez pu faire le meilleur notaire du royaume? Pourquoi? Pourquoi m'aidez-vous ainsi, au risque de vous compromettre? Peut-être parce que je vous aime. Alors, ce travail. Regardez, monseigneur. Une feuille de vélin jaunie au soleil, usée dans la cendre. Bien. Et le clair? On l'a soudoyé. Et les seaux? On les détache d'anciennes pièces. Il faut des précautions infinies pour ne pas les briser. On les fait chauffer, et puis on les sépare avec un cheveu. C'est ce jargon de justice qui m'épouvante. Mon aumônier m'a affirmé ce matin que n'importe quel clerc n'est pas apte à fournir et en latin. La formule utilisée jadis pour les traités de mariage princiers. Il faut trouver une autre pièce que ce traité de mariage. Une pièce qui soit plus aisée à contrefaire. J'y suis! La lettre! Mais quelle lettre? La lettre du contrevers, mon grand-père. Celle qui confirmait les dispositions qui m'assuraient l'héritage de l'Artois. Cette lettre, vous en connaissez la date? Ah oui, 28 juin 1302. Il faut convoquer le clerc. Je veux cette lettre, il me la faut. C'est écriture privée, donc aisée à contrefaire. Voilà qui certifiera tout le reste. Au travail, mamie. 28 juin 1302. Mes bons sires, mes amis, j'ai requis votre compagnie afin que vous me portiez conseil. Il s'agit de mon procès contre Mao et de la reconnaissance de mes droits d'héritage sur l'Artois. Je tiens à ne présenter que preuve irréfutable. Une certaine dame de Divion, que je connais peu, s'est venue proposer pour me remettre une pièce qu'elle tient avec d'autres de l'évêque Thierry d'Hirson, dont elle était un peu, je crois, la douce amie. Oui. Bon, cette Divion réclame argent, naturellement. Le document semble d'importance. Mais toutefois, avant de l'acquérir, je tiens à m'assurer qu'on ne me gruge pas, que la lettre est bonne, qu'elle peut servir comme pièce à mon procès. Vous êtes d'avis sage et plus habile que moi en matière d'écrit. Je vous serais reconnaissant si vous consentiez à examiner la pièce. Bien. Qu'on fasse entrer cette dame de Divion. Non, 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 non. Examinez les sceaux. Maître Tesson. Voyez, mes bons sires.
Le sceau de cire verte de mon bon maître Philippe le Bel. Ah, mais non, monseigneur. Non, non, c'est celui de feu monseigneur le comte d'Artois. Bien. À présent, lisez-nous cela, maître Tesson. Nous, Robert de France, père et comte d'Artois, déclarons en présence des seigneurs de Saint-Venant, de Saint-Paul, de Vaille-Païel, chevaliers, qui scelleront de leur sceau, et de maître Thierry d'Hirson, mon clerc, que lors du mariage de notre fils Philippe, nous lui avons fait investiture de notre comté, nous en réservant la jouissance notre vie durant, et que notre fille Mao y a consenti et qu'elle a renoncé à la dite comté. Oh, mais c'est chose capitale que cela. C'est plus que je n'attendais. Mais nul ne m'avait dit que Mao eût consenti. Continuez, maître Tesson. Et à présent que Dieu a rappelé à lui notre cher et bien-aimé fils le comte Philippe, demandons à notre Seigneur le roi, s'il nous vient qu'à la guerre Dieu fasse sa volonté de nous, que notre Seigneur le roi veille à ce que les ouars de notre fils n'en soient pas déshérités. Et avons ceci scellé de notre sceau en notre hôtel d'Arras, le 28e jour de juin de l'an de grâce 1322. 1322? Mais c'est 1302 que vous voulez dire. L'année de la mort du comte Robert. Il y a un vice d'écriture. Mais oui, messire, bien sûr, vous avez raison. C'est 1302 qu'il faut lire. Mais est-ce bien à vous de corriger ainsi? Mais oui, messire. Regardez, il y a 2 points sous le mot. Et c'est la coutume des notaires de corriger les mots mal écrits sous lesquels des points sont mis. Bien, en somme, pour vous, maître Tesson, la pièce est bonne. Certes, monseigneur. Et pour vous, messire archidiacre? Je la pense bonne. Bien. Peut-être devriez-vous la faire comparer avec d'autres lettres du feu comte d'Artois de la même année. Et le moyen, mon bon, le moyen de comparer quand Mao tient tout en ses registres. Non, je crois la pièce bonne. On n'invente pas de pareilles choses. Et particulièrement que Mao eût renoncé. Moi-même, je ne le savais pas. Ah, encore de l'eau, mes seigneurs. Passons à nous laver les doigts. Et allons dîner. Et vous l'avez lu. Et Tesson l'a lu. Et la Divion l'a lu. Et personne de vous n'a été capable de voir ce 22. C'était bien la peine de se donner tant de mal. Mais cette lettre, Robert, vous-même, vous l'avez lue et relue. Et vous en étiez fort satisfait, il me semble. Eh oui, je l'ai lu et relu, et moi non plus, je n'ai pas vu ce vice. Lire des yeux et lire de voix, ce n'est pas la même chose. Comment pouvais-je imaginer qu'on irait commettre pareille sottise? Il a fallu que cet âne de notaire... Heureux encore que la chose se soit passée ici, et non pas en lecture devant le Parlement. Ah. Il vous faudra, mamie, pour les autres pièces, veiller à ce que de telles erreurs ne se produisent plus. Robert. Oui. Après tout, pourquoi vous acharnez-vous tant? Pourquoi risquez-vous, et me faites risquer, ainsi qu'à tant de personnes de votre entourage, d'être un jour convaincus de mensonges et de faux? Ce ne sont pas des faux, ce ne sont pas des mensonges, c'est le vrai. Soit. C'est le vrai. Mais un vrai, avouez-le, qui a mauvaise apparence. Tout cela se terminera très mal. Allons, Robert, vous avez tout. Vous êtes père du royaume, frère du roi, par moi, qui suis sa sœur. Que ne laissez-vous l'Artois?
L'Artois? Laissez l'Artois? Jamais. Entendez-vous, mamie? Jamais. C'est vrai, je suis le premier baron de France. Mais un baron sans terre. C'est vrai, j'ai été élevé à la pairie. Mais c'est parce que le roi est votre frère. Et le roi est mortel. Que Philippe vienne à périr qui dit que j'aurai la régence. Il n'est point encore temps d'y penser. Si, mamie, il est temps. Demain se prépare aujourd'hui. Et que suis-je, Sion? Vous êtes tout puissant au conseil. Non. La puissance vraie vient de la terre. Elle ne se compte qu'en arpents de blé, qu'en châtellenie et en homme de guerre. Je vous le répète, je n'ai rien. Je ne puis lever de bannière assez nombreuse et qui fassent trembler devant moi. Nous avons des fils, mamie. Eh bien, songez à eux. Et comme il n'est pas certain qu'ils aient hérité ma cervelle, je voudrais bien leur laisser la couronne d'Artois, qui est leur lot, par juste héritage. On n'est grand que si on œuvre pour après soi. Et donc pour autre que soi. Monseigneur. Oui. La dame de Divion demande à vous parler de toute urgence. Cette folle. Mais que me veut-elle encore? Elle ne craint pas que je l'écrase. Dis-lui de venir. Monseigneur, les deux femmes, celles qui en Artois ont aidé à acheter les sceaux de la fausse lettre. Eh bien? Elles sont en prison, appréhendées par les sergents de Madame Mao. Que le diable vous fasse à tous sécher les entrailles, mauvais gens que vous êtes! Comment relâcher? Je fais saisir ces deux femmes par lesquelles on pouvait tout savoir. Je suis sûr que la Divion, cette gueuse, travaille avec elle pour ce maudit Robert. Je prends ces femmes, et sitôt enfermées, voilà qu'on les relâche. Sur l'ordre de qui? Répète. Sur ordre du roi, madame. Allons non, le roi se moque bien de deux servantes qui tiennent cuisine dans un faubourg d'Arras, non? Elles ont été relâchées sur l'ordre de Robert, qui a couru chez le roi pour obtenir leur élargissement. Et qui avait averti mon neveu que ces femmes étaient en mes mains? Réponds! Monseigneur a gardé beaucoup d'intelligence en Artois. Vous ne l'ignorez pas, madame. Je souhaite qu'il n'en ait pas trouvé parmi les gens qui me touchent de près. Tout le mal vient de ce que vous n'avez pas voulu payer à cette Divion le legs de mon oncle Thierry. Cette catin qui ose se glisser dans la couche d'un évêque. Certes, madame, c'était mal agir. Auparavant, c'était l'évêque qui se glissait dans la vôtre. Ah. Moi qui vous ai servi en choses si secrètes et que nous avons accomplies ensemble. Comment l'approcher, cette catin? Comment l'approcher? Il faut pas m'en vouloir, tu sais, j'ai la main vive, mais je te sais bonne fille et je veux ton bien. Après tout, s'il faut payer 1 millier de livres. Elle loge à l'hôtel de Monseigneur Robert. La chienne a trouvé asile chez le loup. Je m'offre, madame, à aller la voir et à lui parler. Tu risques gros. Je sais, madame. Vous attendiez pas à me voir, je pense. Aussi, monseigneur. Puisque c'est vous que j'espérais approcher. Qu'êtes-vous venu faire ici? M'annoncer la mort de ma tante Mao? Oh non, monseigneur. Elle vit. Dommage. Alors elle vous envoie en messagère. Elle sait qu'elle a perdu sa cause et elle veut s'entendre avec moi. Je ne traiterai pas. Madame Mao ne veut pas traiter, monseigneur, puisqu'elle sait qu'elle gagnera. Elle gagnera, en vérité.
Elle gagnera contre 55 témoins. Tous accordés à reconnaître les vols et tromperies commis en mon endroit. Madame Mao en aura bien 60, monseigneur, pour prouver que vos témoins disent faux. Elle les paiera, alors. À peu près le même prix que vous. La différence, c'est que les miens s'appuient sur de bonnes pièces. Fausse. Bonne, mais fausse. Fausse! Elle serait vraie? Alors c'est que Madame Mao se trompe sur la raison de la grande recherche de sceaux qui se fait en Artois ces temps-ci, pour votre maison. C'est pas à vous de m'interroger. C'est moi qui vous demande ce que vous voulez faire ici. Vous voulez soudoyer mes gens? Oui. Je viens soudoyer la Divion. Qu'on dit être chez vous, monseigneur. Ah bah... Vous avez belle audace de me le dire. J'ai plus d'audace encore que vous ne croyez, monseigneur. Est-ce par cette chatière que passent toujours les dames que vous recevez? Ah, ça, la belle. Vous êtes sûrement bien gueuse, mais peut-être également êtes-vous avisée. Vous avez l'œil plus ouvert que ma tante. Vous avez compris qu'elle va perdre. Et vous venez vous ranger du côté du vainqueur. On n'acquiert pas mes faveurs par un sourire. Je n'ai rien à vous vendre, monseigneur. Alors, belle Béatrice, pour votre gouverne et pour votre salut, partez sur le champ. Ne rêvez pas, ma belle. On sait vos spécialités. Mes cuisines sont bien gardées. Mes plats sont éprouvés. Mon vin est essayé avant qu'on me le serve. Que faites-vous? Mais que faites-vous? Vous voyez, monseigneur, je vous ensorcelle. Auriez-vous peur? C'est hautement regrettable, monseigneur. Que cherches-tu avec ta chape, ton cercle et tes trois plumes? À faire apparaître le diable? Le diable, monseigneur. Voilà qui est fait. Parce que le diable, c'est vous. Sais-tu qu'on brûle les sorcières? Elles ardent, elles aussi, monseigneur. Monseigneur, le diable. Eh bien, je ne t'ai pas tué, monseigneur. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu pas tué? Parce qu'il y a mieux à faire avec toi, monseigneur. Si c'est au sabbat, ma petite mie, que tu as appris toutes ces galanteries, je gage qu'on devrait davantage y envoyer pucelle. Quand je pense que nous sommes dans une maison que m'a léguée mon oncle l'évêque, et que Madame Mao croit que je viens y rencontrer la Divion pour te trahir, monseigneur. En 2 longs mois de mignardise, tu ne m'as ni étranglé, ni empoisonné, ni poignardé. Perdrais-tu la main, ma belle? Pourquoi ne t'es-tu jamais marié? Le mariage se fait à l'église. Le soir, il se fait au lit. L'église m'est mauvaise. Ah. Tu comprends, monseigneur? Les prêtres et les papes n'enseignent pas la vérité. Il n'y a pas un seul Dieu, il y en a 2. Diable. Le Dieu de la lumière est celui des ténèbres. Le prince du bien est celui du mal. Comme il y a l'homme et la femme, c'est le mal qui chatouille nos ventres et les pousse à se joindre. Si c'est cela, je sais qui est ton Dieu. C'est Satan.
Et tu as fait pacte avec lui? Oui. Tu as plus de cervelle que je n'imaginais. Qui t'a appris tout cela? D'anciens Templiers. Ah, les Templiers. Ils en connaissaient les choses. Ils sont restés puissants par magie. Tous les maux survenus au royaume sont arrivés à cause de l'alliance que les Templiers ont faite avec Satan. Parce que le pape les avait condamnés. Et Mao, elle sait ton pacte? Non. Sinon, elle me chasserait. Pourquoi me dis-tu tout cela? À moi. Parce que toi, monseigneur, tu n'as peur de personne. Toi, tu peux obtenir ce que tu veux, sans avoir besoin d'être instruit d'aucune science. Toi, tu es le diable lui-même. Moi? Oui. Le diable ne sait pas qu'il est le diable. Béatrice était amoureuse. Venue pour piéger Robert, c'est elle qui était tombée sous sa dépendance. Mamie, si Mao venait un jour à trépasser, je pourrais fort bien te faire entrer en mon hôtel, comme dame de parage de mon épouse. Puisque je recueillerai l'héritage de l'Artois, on comprendrait fort bien que je reprenne en ma maison certaines personnes de la suite de Mao. Et ainsi, je pourrais toujours t'avoir près de moi. En attendant, elle vit. Et si elle savait que nous nous retrouvons en cachette, monseigneur? Elle en crèverait. Tu sais ce que je vais faire? Pour lui éviter un procès qu'elle va perdre avec éclat, je vais persuader le roi de la convoquer. Il la convaincra de renoncer à l'Artois. Elle n'acceptera jamais. Et tu le sais aussi bien que moi, monseigneur. Essayons toujours. Ce serait la meilleure issue. Non. La meilleure issue, c'est le poison. Ma bonne cousine, je ne veux point juger de ce qui s'est accompli sous les précédents règnes. C'est sur l'état présent que je veux statuer. Les commissaires ont achevé leur besogne. Les témoignages ne vous sont pas favorables. Robert va produire des pièces. Fausses. Des pièces fausses. Le comté d'Artois ne doit pas être un sujet de discorde dans ce royaume. Je veux y voir régner la paix. J'ai donc résolu de trancher. Robert s'engagera à vous verser, ma cousine, 40 000 livres l'an. Je me fais fort d'obtenir son agrément là-dessus. L'Artois, 40 000 livres l'an? Mais si Robert est assuré de ces pièces, pourquoi paie-t-il? Et s'il ne l'est point, pourquoi céderais-je? Je refuse, sire mon cousin, de me dépouiller ainsi. Et puisque l'Artois m'appartient, votre justice me le conservera. Point de procès, ma cousine. Même qui gagne y perd prestige. Gardez votre comté, vos titres, vos droits, votre couronne de père. Mais je vous demande par devant moi, en un acte ratifié par les pairs, d'instituer Robert comme héritier d'Artois. Non. Mais enfin, ma cousine, si votre frère, le comte Philippe, n'était pas mort avant votre père, pouvez-vous nier que votre neveu, aujourd'hui, serait le tenant de la comté? Ainsi, pour tous deux, l'honneur est sauf. L'avez-vous entendu, ce grand niais que le mauvais sort nous a baillé pour roi? Me défaire de l'Artois, instituer pour héritier ce puant de Robert. Tu auras l'Artois, ma fille, jamais. Ils n'obtiendront de moi que je cède, jamais. Et toi, où en es-tu avec la Divion? Vous avez raison, madame. Elle passe ses nuits dans le lit de monseigneur Robert. Elle te l'a dit? Il paraît que monseigneur Robert est brave au lit. Un vrai géant. Que m'importe! Mes remèdes, mes médecines. Tu vois bien, je me sens mal, j'en ai le ventre qui enfle. Je vais vous donner, madame, un peu de pâte de coin. Je l'ai préparée de mes mains. Mao mit 1 mois à mourir. Soir après soir, Béatrice, pincée par pincée, la poussait vers la tombe, et d'autant plus impunément que Mao, n'ayant foi qu'en elle, ne prenait médecine que de sa main. Béatrice, empoisonnée.
On m'a empoisonné. Madame, madame, ne prononcez pas de mots pareils. C'est chez le roi, à Maubuisson, que vous avez pris votre dernier dîner avant d'être malade. Justement. Béatrice. J'ai dicté une lettre à mon frère pour lui commander au cas où je viendrais à trépasser qu'il se rende auprès du roi et qu'il exige l'hommage pour l'Artois. Ma fille, dis-lui comment on enherbé. Oui, madame. On t'a enherbé. Et je ne dirai rien du tout à ta fille. C'est moi. Moi qui ai tout fait. Parce que j'aime Monseigneur Robert et qu'il sait me rendre heureuse. Crève. À présent. Ma mère. Trop tard, madame. Elle a passé. La comtesse Mao fut enterrée à Maubuisson. Quelques jours plus tard, Madame Jeanne la veuve, sa fille, eut envie de boire un gobelet de vin claret. Ce fut Béatrice qui le lui apporta, et Madame Jeanne la veuve mourut. À Londres, on arrête, on torture, on pend. Lord Mortimer, régnant sur la reine, est le tout-puissant protecteur du royaume. L'Angleterre s'est éveillée de ses rêves. Elle sent qu'elle a échangé un mauvais maître trop faible contre un mauvais maître trop fort. Elle voudrait qu'Édouard II ne fût pas mort. Or, le roi avait un frère, le comte de Kent. L'Angleterre commence à regarder Kent. Parlez. Parlez donc. Vous êtes bien sûr qu'on ne peut nous entendre, my lord. Parlez. My lord, notre bon sire, le roi Édouard II, est toujours vivant. My lord, je l'ai vu. Où? Au château de Corfe. Il y est tenu secrètement. Le roi Édouard, mon frère, est mort assassiné, voici 3 ans, au château de Berkeley. Il vit. Vous n'êtes pas le premier à me le dire. Et vous l'avez vu, véritablement, de vos yeux? De mes yeux. Prenez garde. Si la nouvelle est vraie, elle peut changer bien des choses au royaume. C'est le prieur de notre ordre qui m'a envoyé là-bas. J'ai gagné la confiance du chapelain. Et tout un jour, je suis resté caché à côté d'un petit bâtiment à gauche du corps de garde. Au soir, on m'a fait pénétrer dans la grande salle. Et là, j'ai pu voir le roi, attablé, entouré d'un service d'honneur. Lui avez-vous parlé? On ne m'a pas laissé l'approcher. Mais le chapelain me l'a montré. De derrière un pilier, il m'a dit... C'est lui. Vous êtes gouverneur de la forteresse. Je vous pose une question. J'entends que vous y répondiez. Le roi Édouard est-il vivant ou mort? Je ne puis vous répondre, my lord. C'est mon frère. Est-ce lui que vous gardez? Je ne suis pas autorisé à parler, my lord. Un prisonnier m'a été confié, je ne puis révéler ni son nom, ni son rang.
Du moins, ce prisonnier. Pouvez-vous me le laisser entrevoir? Non. Non, le risque est trop grand. Un message. Vous pourriez lui faire tenir un message? Fidélité et respect à mon très cher frère, s'il vous plaît. Je prie Dieu de tout mon cœur que vous soyez en bonne santé, car les dispositions sont prises pour que vous sortiez bientôt. Soyez assurés que j'ai l'appui des plus grands barons d'Angleterre et de toutes leurs forces, c'est-à-dire leurs troupes et leurs trésors. De nouveau, vous serez roi. Prélats et barons l'ont juré sur l'Évangile. Est-on bien assuré que c'est le comte de Kent qui a écrit ce billet? Il est scellé de ses armes. Mon fils. Mon fils, je vous supplie d'agir contre votre plus mortel ennemi, qui veut accréditer au royaume la fable que votre père est encore vivant, afin de vous pouvoir déposer et prendre votre place. De grâce. Donnez les ordres pour qu'on châtie ce traître pendant qu'il en est temps. Kent sera condamné. C'est tout ce qui compte, madame. C'est toi, n'est-ce pas? Moi? Oui. Toi. Toi qui as envoyé le moine. Toi qui as monté le piège de Corfe. Toi qui as tout inventé. Le crime est le même. Je n'ai fait qu'aider à le révéler. Oh, le roi va le gracier. S'il le fait, il ne règne plus. Mais s'il ne règne, toi non plus. Tu as entendu, les barons sont prêts avec leurs troupes et leurs trésors. Souviens-toi, ils étaient tous à nos côtés lorsque nous chevauchions ensemble pour te reconquérir ton royaume. 3 années, et les voici prêts à déposer ton fils. Pourquoi avoir fait tuer Édouard, couper en 4 morceaux Hugh le Despencer? Il fallait leur laisser l'Angleterre, alors. Et si tu laisses en vie tes plus proches ennemis, crois-tu qu'ils te pardonneront l'enfant que tu portes en toi? Qu'attends-tu encore de moi? Le gouverneur de Winchester exécutera votre ordre, ami. Aussi bien que s'il venait du roi. Exécuté! Sans mon ordre! J'avais ordonné pour vous, sire, mon fils. C'est affreux. 4 coups de hache. Si l'on veut être reine, il faut avoir l'âme forte. Pour elle, j'ai haï mon père à cause des hontes qu'il lui infligeait, qu'il infligeait au royaume. Et voici qu'elle-même à présent me honnie. Ma propre mère. Montaigu, mon cher écuyer. Sire. Mortimer est bien capable de nous faire tous périr. Et d'épouser ma mère afin de se faire reconnaître régent. Mais c'est chose folle à penser. C'est chose horrible, madame. Mais non pas folle. Sire, je vous supplie, mon noble roi, de ne pas tolérer plus longtemps les insolences et les intrigues d'un homme qui a fait assassiner votre père, Corrompu votre mère, et vient de faire décapiter votre oncle. Nous avons juré ce matin, nous les barons fidèles, de verser jusqu'à la dernière goutte de sang pour vous en délivrer. Nous sommes prêts à tout. Nous attendons votre bon vouloir. Montaigu, à présent, je sais que je vous aime bien. Ordre du roi. Ordre du roi. Qui va là? Ordre du roi.
Lord Mortimer, sortez! C'est votre roi qui vient vous appréhender. Beau-fils. Beau-fils, je vous en conjure, épargnez le gentil Mortimer. A-t-il épargné votre honneur? N'allez point faire de mal à son corps, mon fils. Il est vaillant chevalier, notre ami bien-aimé. Souvenez-vous que vous lui devez votre trône. Il s'est assez payé d'avoir hâté mon règne. Allons, mes lords, qu'on se saisisse de lui. Adieu, Isabelle. Ma reine. Nous nous sommes bien aimés. Le Parlement d'Angleterre condamna Roger Mortimer à mourir par pendaison. La louve de France ne reparut jamais à la cour. Ah, il était vanté. J'espérais plutôt ta venue, monseigneur. Eh oui, mais j'ai de graves soucis qui m'ont tenu empêché. Comme hier, comme le jour d'avant. Comprends aussi qu'en ce moment, il nous faut redoubler de prudence. La bonne excuse. Je viendrai 2 jours, m'avais-tu dit, monseigneur, parce que la nuit est trop dangereuse. Mais la nuit appartient à la comtesse, ton épouse. C'est bien que je ne l'approche plus. Tous les époux disent cela. La paix! J'ai d'autres soucis en tête que d'écouter sornettes de femelles. Je viens de présenter mes lettres devant la chambre du roi. Tout s'est passé à ton souhait? Pas absolument. Je croyais en avoir fini. Je m'étais débarrassé de Mao. Je t'avais débarrassé de Mao. Je m'étais débarrassé de sa fille. Je t'avais débarrassé de sa fille. Et maintenant, c'est la duchesse de Bourgogne, la petite fille de Mao, qui réclame l'Artois et conteste mes pièces. Tout ce qui est fille de Bourgogne est putain, vol et mensonge. Ils ont le duché de Bourgogne. Que veulent-ils de plus? L'Artois qu'ils m'ont volé. Ah, je suis seul, mamie. Seul. Depuis la mort de cette vieille truie de Mao, je n'ai plus d'ennemis à ma taille. On ne se bat bien que contre forte partie. Là, ce ne sont plus que bâtards et femelles qui m'aboient aux choses. Je suis père de France. Et je m'ennuie. Quand donc, mon gentil seigneur Robert me prendra-t-il à son hôtel? Et me fera-t-il dame de parage de sa comtesse, comme il me l'a promis? Plus tard. Quand? Un peu de patience, que diable! Robert Darto n'a qu'une parole. De la patience, monseigneur. Tu crois que je n'en ai pas eu? Allons, ne te plains pas. Tu as le meilleur de moi. Si je te prenais à ma maison, je te pourrais sûrement moins voir. Et avec moins d'abandon. Le meilleur de toi, dis-tu. Alors, que tardes-tu à me le donner? Le lit est prêt. Non, il me faut à présent retourner au palais pour voir le roi en secret.
Et contrebattre la duchesse de Bourgogne. Alors demain? Demain, je dois partir pour Caen, chez Beaumont. Et tu resteras? Fort peu. 2 semaines. La Divion, part-elle dans ta suite? Eh oui. Eh oui, c'est mon épouse qui en a décidé ainsi. Bien. Alors je t'attendrai, monseigneur. Comme une servante aimante et fidèle. Se saisir de la Divion? Qui est venu s'en saisir? 3 sergents. Quel sergent? D'ordre de qui? Du roi. Du roi. Allons donc. Saisir chez moi. As-tu vu l'ordre, au moins? Le voici, monseigneur. Je n'ai laissé partir la Divion que si on me le donnait. Sire, mon frère, reprenez la pairie que vous m'avez donnée. Mes fiefs, mes terres, mes revenus. Ôtez-moi le bien et l'usage. Chassez-moi de votre conseil étroit, auquel je ne suis plus digne de paraître. Car je ne suis plus rien au royaume. Mais qu'avez-vous, mon frère? D'où vient cet émoi? Que dites-vous? Je dis le vrai, mon frère. Je dis que je ne suis plus rien au royaume. Puisque le roi, sans daigner m'en avertir, fait saisir une personne qui loge sous mon toit. Mais qu'ai-je fait saisir? Quelle personne? Une certaine dame de Divion, mon frère, qui est de ma maison, servant à la robe de mon épouse, votre sœur, et que 3 sergents, sur votre ordre, sont venus prendre mon château de Conches pour le mettre en geôle. Sur mon ordre? Mais je n'ai jamais donné un tel ordre. Divion, dites-vous? J'ignore ce nom. Allons, mon frère. Faites-moi la grâce de me croire. Même si j'en avais eu le motif, je n'eusse point fait saisir en votre maisonnée sans vous tenir au fait, et d'abord vous demander conseil. C'est ce que j'aurais cru, mon frère. Pourtant, cet ordre est bien de vous. Non. Je n'ai nullement scellé cela ni dicté rien qui y ressemble. Serait-ce, mon frère, qu'on aurait contrefait votre sceau? Non, cela ne se peut. Regarde le L de mon nom. Voilà la brisure qui est au bâton en ce point creux, dans le feuillage de bordure. Aurait-on détaché le cachet d'une autre pièce? Non. Je n'use tout exprès de mon petit sceau que pour des cachets à briser. Jamais sur page plate. Alors, on m'a dérobé un moment mon sceau, cela est sûr. Mais qui? Mais quand? Je ne m'en défais que la nuit. Et je le reprends au matin. Et l'écriture, mon frère, de qui est-elle? Je connais cette main. Demande-moi d'urgence, il est au château, ou bien ailleurs, où qu'il se trouve. Le clerc Robert Mulet. Qu'il vienne avec ses plumes. Ce Mulet ne sert-il pas aux écritures de la reine Jeanne, ton épouse? Il sert tantôt à moi, tantôt à Jeanne. Pose ta boîte et écris. De par le roi, à notre aimé et féal prévôt de Paris, Jean de Milon, salut.
Nous vous ordonnons de diligenter à faire délivrer sur l'heure la dame... Jeanne de Divion. Jeanne de Divion, laquelle se trouve recluse dans notre prison. Au fait, où se trouve-t-elle? À la Tour de Nesle, sire. Comment le sais-tu? Sire, parce que j'ai eu l'honneur l'autre avant-hier d'écrire votre ordre pour saisir cette dame. Et qui te l'a dicté? La reine, sire. La reine? Oui, sire. Elle m'a dit que vous n'aviez point le temps de le faire et l'en aviez chargé. Vous ne faites pas achever, sire? Certes, certes. Écrivez la formule habituelle. Au prévôt sur l'heure d'ordre du roi. Depuis quand, madame, envoie-t-on des ordres en mon nom? Un ordre, mon aimé sire? Et depuis quand me dérobe-t-on mon sceau pendant que je dors? Votre sceau, Doucœur? Mais jamais je n'ai touché à votre sceau. De quel sceau parlez-vous? C'est votre nuit, n'est-ce pas? Mauvaise putain qui se frotte à moi, se dit toute prise d'amour et me berne quand je dors! Et me dérobe mon sceau, le roi! Ah, le bel emploi que vous faites dans l'hôtel de Nesle, que je vous ai donné! Êtes-vous aussi mauvaise que votre sœur? Et cette tour maudite servira-t-elle toujours à abriter les méfaits de Bourgogne? N'ai-je pas raison, Robert? Oui, je l'ai fait. Oui, j'ai dérobé ton sceau dans ton sommeil. Parce que tu rends mauvaise justice. Et que je vais défendre mon frère de Bourgogne contre ce méchant Robert que voici, qui nous a toujours nui et qui, de complot avec ton père, a fait périr ma sœur Marguerite. Garde la mémoire de mon père hors de ta bouche. Et garde-toi de toucher à mon frère, qui est le meilleur soutien de mon trône. Sortez, madame. N'est-ce pas chose affreuse, Robert, que d'avoir à se défier de sa propre épouse, et même quand on dort? Je ne puis quand même l'enfermer dans un couvent. C'est ma femme. Ne plus la laisser dormir auprès de moi. C'est tout ce que je puis. Le pire est que je l'aime, cette drôlesse. Alors, monsieur Prévost, vous avez fait relâcher cette dame? Non, sire. Quoi? Mon ordre était-il faux cette fois? Non point, sire. Mais... Mais quoi? C'est que, sire, cette dame a confessé... Quoi? Qu'a-t-elle confessé? Toutes sortes de vilainies, monseigneur. Fausses écritures, pièces contrefaites, et d'autres choses encore. Certes. Si on l'a passé à la question, elle a dû confesser beaucoup. Laissez-moi vous livrer au tourmenteur, je gage que vous confesserez m'avoir voulu sodomiser. Hélas, monseigneur, la dame a parlé par peur. Simplement par peur d'être questionnée. Et elle a donné longue liste de complices. Ton conseil, mon frère. Votre justice, sire mon frère, votre justice. Maintenez cette femme en geôle, et si elle m'a trompé, sachez bien que je réclamerai de vous la plus grande rigueur. Béatrice, toi seule savais que la Divion était chez moi. Béatrice, tu me le paieras. Un mois plus tard, des marins repêchaient en Seine un sac flottant entre deux eaux et qui contenait un corps de femme. Le visage avait été talonné, écrasé pour qu'on ne pût l'identifier.
le cou portait la trace d'un lacet. Oyez, oyez, on fait à savoir à tous que le jour de la Sainte-Lucie, 6e de juillet, auprès de la ville d'Évreux, sera un grandissime pardon d'armes et très noble tournoi où l'on frappera de masse de mesures et épées rabattues, auquel pardon d'armes, notre sire le roi et ses hauts barons seront tournoyants. Robert. Oui. Ton procès est mauvais parce que tes lettres sont fausses. Non, mon frère, elles sont vraies. Robert, je t'en conjure, ne t'obstine pas en si mauvaise voie. L'ordonnance d'ouvrir ton procès attend depuis 1 mois. Je refuse de la signer parce que je ne veux pas que mon frère soit confronté à de basses gens qui vont le souiller d'une boue dont je ne suis pas sûr qu'il puisse se laver. Je m'en chargerai, mon frère. Ton notaire a parlé, Robert. Les faussaires sont écroués. Ils ont avoué avoir écrit tes lettres. Elles sont vraies. Je ne dis pas que tu en sois vraiment coupable comme le prétendent tes ennemis. On te les a apportées, ces lettres. Tu les as crues bonnes. Tu as été trompé. Tout cela est manège de femelle, monté entre ton épouse et sa belle-sœur de Bourgogne. Je veux également tenir pour calomnie ce qu'on dit de la mort de ta tante. Elle avait dîné chez toi. Mais sa fille n'y avait pas dîné quand elle trépassa 2 mois plus tard. Je les crois morts de mauvaise thé. Mais si quelqu'un y a prêté la main, je n'étais pas leur seul ennemi. On n'osera bientôt plus défunter dans ce royaume. Robert. Oui. J'attends ta réponse. Quelle réponse? Que tu renonces à l'Artois pour que je puisse éteindre l'affaire. Renoncer à l'Artois. Et toi, sire mon frère, as-tu renoncé à la parole que tu m'avais donnée avant d'être roi? As-tu oublié qui t'a porté au trône? Qui t'a rallié les pères? Qui t'a gagné ton sceptre? Si j'avais oublié, Robert, crois-tu que je te parlerais en ce moment comme je fais? Pour la dernière fois, renonce. Jamais. C'est au roi que tu refuses. Oui, sire. Au roi que j'ai fait. Alors, si tu ne veux pas sauver ton honneur de père, moi, je veillerai à sauver mon honneur de roi. Oh, faites-moi pardon, monseigneur, de ne me point lever pour vous mieux accueillir. Mes cousins, Toloméo Tolomei, Andrea Giacomo, ils sont tous venus de Sienne pour me voir mourir. Oh. Monseigneur d'Artois est un ami, j'ose le dire. Tout ce qu'on pourra faire pour lui doit être fait. Il nous a sauvés. Souvent. Mais
Si c'est d'argent que vous avez nécessité, monseigneur, hélas, hélas. Malgré tout mon dévouement pour vous, nous ne pouvons rien. Vous savez trop pourquoi. Même sous Philippe le Bel, nous ne fûmes jamais traités de cette façon. Je ne viens pas vous emprunter de l'argent. Ah. Mais vous priez de m'en prendre. Je pars, banquier. Je quitte le royaume. Vous, monseigneur? Oui. Sais-tu comment me traite ce roi, dont j'ai épousé la sœur, et qui jamais, sans moi, n'eût été roi? Il a envoyé son bailli de Gisors corner à la porte de tous mes châteaux qu'il m'ajournait devant son lit de justice pour la Saint-Michel. C'est la Malreine. C'est la boiteuse qui a gagné. C'est la Bourgogne qui l'emporte et la Vilnie. Ils ont jeté en geôle mon aumônier, mes notaires. Ils ont tourmenté mes témoins pour les obliger à se renier. Et bien qu'ils me jugent, je ne serai pas là. Ils m'ont volé l'Artois. Ce royaume ne m'est plus rien. Et son roi est mon ennemi. Je m'en vais hors des frontières, lui faire tout le mal que je pourrais. Alors voilà, banquier, mon trésor de monnaie contre lettres de change sur vos comptoirs de Hollande et d'Angleterre. Et gardez pour vous 2 livres sur 20. Nous aussi, monseigneur, nous partons. Ou plutôt, eux partent. Moi, je ne laisserai à la terre de France que mes eaux qui sont petites richesses. Nous acceptons, monseigneur. Confiez-nous votre trésor de monnaie. Nous vous remettrons lettres de change pour le montant, sans en rien retenir. Je t'en sais gré, Ptolémée. Mes coffres seront portés à la nuit. Vous aurez votre revanche, monseigneur. Je ne le verrai point, mais je vous le dis, vous aurez votre revanche. Ptolémée, j'ai vu des hommes courageux lutter jusqu'au bout en bataille. Tu es aussi courageux qu'eux. À ta manière. Non, monseigneur, non. Ce n'est point du courage. Au contraire. Si je ne faisais pas de banque en ce moment, j'aurais si peur. Ah. Et ton fils? Il pousse bien? Il a 15 ans. Il vit à Sienne. Il sera bientôt plus grand que moi. Ah. Mais il marque peu de goût pour la banque. Oh. Le sang maternel, sans doute. Adieu, banquier. Monseigneur, laissez-moi bénir mon dernier client. Messire Robert d'Artois, comte de Beaumont-le-Roger, père du roi, à comparaître, afin qu'il pût entendre les charges, présenter sa défense, reconnaître ses torts et obtenir sa grâce. Or, le dit Robert, loin de saisir cette offre de clémence, n'est point rentré au royaume, mais en ses divers séjours, il s'est abouché à toutes sortes de mauvaises gens, bannis et ennemis du roi, et il a averti moult personnes qui l'ont répété de son intention de faire périr par glaive ou maléfice le chancelier, le maréchal de Trie et divers conseillers de notre sire le roi. Et enfin, il a prononcé les mêmes menaces contre le roi lui-même. Messire Robert d'Artois, comte de Beaumont-le-Roger, à comparaître. En conséquence, au nom de notre sire le roi, requérons que le dit Robert soit déchu des titres, droits et prérogatives de père du royaume, ainsi que de tous ses autres titres, seigneuries et possessions. Outre plus, que ses biens, terres, châteaux, maisons et tous objets meubles ou immeubles lui appartenant soient confisqués
et remis au trésor pour qu'il en soit disposé selon la volonté du roi. Outre plus, que ces armoiries soient détruites en présence des pairs et barons pour jamais ne paraître plus sur bannière ou sur sceau, et sa personne a toujours banni des terres du royaume. Pour qu'il en soit fait exécution de par le roi. Votre conseil, mes pères. Si nul ne parle ce qu'il approuve. Ces choses jugées. La pairie de Beaumont avait vécu. Proscrit, Robert d'Artois rôde aux frontières du royaume. Un faux Verran qui ne songe qu'à assouvir sa vengeance. Les Flandres sont au bord de la révolte. Il s'abouche avec l'âme de cette révolte, Jacob van Artevelde. Du fait du roi de France, on vient de nous obliger à chasser les marchands anglais. À présent, l'anglais, par représailles, menace de ne plus nous livrer ses laines. Ce jour-là, monseigneur, nos foulons et tisserands de Flandre n'auront plus qu'à briser leur métier et fermer leur échoppe. Mais ce jour-là, il se peut aussi qu'ils prennent leur couteau. Messire van Artevelde, c'est ce que j'appelle se placer entre deux feux. Mieux vaut hardiment prendre parti. Se révolter contre le roi de France et s'allier franchement avec l'anglais. Vos milices sont courageuses, mais tant qu'elles n'auront pas d'hommes à cheval, elles devront se limiter à de petites actions insuffisantes pour emporter la décision. Faites-les soutenir d'un corps de chevaliers anglais. Avancez en France, sur les routes de l'Artois. Là, je gage de vous gagner encore plus de monde. J'y ai songé, monseigneur. Mais nos bourgeois ont prêté serment au roi de France. Ouais. Et même quand ils prennent les armes contre lui, il reste leur maître. Et la religion, monseigneur. La France sait s'en servir. Elle nous menace d'excommunication si nous nous rebellons. Et nos familles redoutent d'être privées de messes et de prêtres. C'est l'allégeance au roi de France qui vous empêche de contracter alliance et de reprendre les armes. C'est la même, monseigneur. Et si le roi d'Angleterre devenait le roi de France, je vous dis, si le roi d'Angleterre était le roi de France, s'il revendiquait la couronne, s'il faisait établir ses droits, s'il prouvait que le royaume de France est sien, s'il se présentait comme votre suzerain légitime. C'est un songe que vous bâtissez là, monseigneur. Un songe. Mais cette querelle-là n'a jamais été jugée, ni la cause perdue. Quand mon cousin Valois a été porté au trône, les députés d'Angleterre sont venus faire valoir les droits de la reine Isabelle et de son fils Édouard. On ne les a pas entendus parce qu'on ne voulait pas les entendre et que je les ai fait reconduire à leur vaisseau. Et si l'on reprenait maintenant l'affaire? Comment? Si l'on venait dire à vos tisserands, vos foulons, vos marchands, vos communaux, votre suzerain légitime, c'est à Londres qu'il se trouve. Croyez-vous, monseigneur, en bonne raison, que qui que ce soit au monde puisse être convaincu de ce que vous dites et puisse consentir à pareille entreprise? Messire von Artevelde, il suffit qu'une seule personne en soit convaincue. Le roi d'Angleterre lui-même. Et une seule autre peut l'en convaincre. Moi. Baron d'Angleterre, j'ai dit à votre roi, si vous jugez que ma présence en votre royaume vous doive créer ou péril ou nuisance, alors livrez-moi la haine de Philippe. Le roi mal trouvé. Je n'aurais point à me plaindre de vous, qui m'avez fait si grande hospitalité. Mon cousin, vous êtes mon hôte et vous m'êtes fort précieux par vos conseils. Le roi de France vient de signifier à nouveau à mon sénéchal de Guyenne de lui avoir, à quinzaine échue, rendu son plus mortel ennemi, le comte Robert d'Artois. Faute de quoi, le duché serait séquestré. J'attendais bien cela. Le prétendu roi de France n'a d'autre idée que de répéter ce que j'inventais naguère à Sarlat, cher Sir Édouard, contre votre père. La manœuvre est grosse, à présent qu'on la joue pour la seconde fois. Seulement aujourd'hui, l'Angleterre a un roi qui règne. Et la France n'a plus Robert d'Artois. Alors je vous le dis,
baron d'Angleterre, la règle qui veut que la France ne puisse être à femme remise, ni par femme transmise, jamais ne fut tirée des anciennes coutumes. Ces trouvailles d'humeur, lancées par un vieux connétable, lors de la succession, voici 20 ans, de Louis Hutin, le roi assassiné. La couronne de France, en toute équité, devait leur revenir à la reine Isabelle. Et aujourd'hui, les 3 fils de Philippe le Bel étant morts, la couronne de France, en toute équité, doit revenir au roi Édouard, votre sire, fils de la reine Isabelle. Sire Édouard, je reconnais et salue en vous le vrai roi de France. Sire, au nom du roi Édouard d'Angleterre, mon sire, et parce que votre couronnement ne s'est pas fait selon régulière façon, je viens vous demander de lui remettre la couronne de France. Ce fou de Robert. Voilà qui fait perdre la tête à mon petit cousin Édouard. Le défi de royaume à royaume. Je m'attendais à tout, messieurs évêques. Au refus de mon cousin de me livrer Robert d'Artois, à une protestation contre le décret de saisie de la Guyenne. Je m'en serais fâché, certes. Mais ma couronne, mon royaume tout entier. Mon cousin, le roi Édouard, lorsqu'il est venu me rendre l'hommage à Amiens, ne m'a-t-il pas reconnu pour roi? Notre sire, alors, était mineur. L'hommage qu'il vous fit n'avait été décidé que sur l'ordre du traître Mortimer. Les temps ont changé, sire. C'est à vous, en tant que comte de Valois, de rendre l'hommage au roi Édouard. Où logez-vous, messieurs l'évêque? À l'hôtel du château Tétu, rue du Tiroir. Eh bien, rentrez-y. Et battez-vous quelques jours en notre bonne ville de Paris et revenez nous voir si vous le souhaitez, avec quelque offre plus sensée. En vérité, je ne vous en veux point. Pour vous être chargé de pareille mission et être parvenu à l'accomplir sans rire, vous êtes le meilleur ambassadeur que j'ai jamais reçu. Sire, je vous remets les lettres de défi. C'est ça. Nous garderons ces bonnes feuilles pour les relire souvent. Elles nous aideront à chasser la tristesse si elle nous vient. Et puis, on va vous servir à boire. Après tant parler, vous devez avoir le gosier sec. Sort éternel des proscrits, ils attendent. La guerre de Robert d'Artois n'était pas encore la guerre d'Angleterre. Et Robert, à Windsor, s'ennuyait. Au vol! Au vol! L'oiseau, monseigneur! L'oiseau! C'est vraiment trop lâche, oiseau. Large 4 fois comme mon petit émouché, il aurait pu l'assommer d'un seul coup de son long bec et il a fui, le couard, il a fui. Ces hérons sont des braillards qui s'effraient de leur ombre et s'enfuient dès qu'ils la voient. Que dois-je en faire, monseigneur? Porte-le aux cuisines et tu iras me quérir un ou deux ménestrels parmi ceux qui sont au château. Ouvrez vos rangs, mauvaises gens faillis. C'est à votre roi que je viens faire présent. Sire, voici un héron que mon faucon a pris. C'était le plus lâche oiseau qui soit de par le monde.
car il fuit devant tous les autres. Les gens de votre pays devraient, je crois, s'y vouer. Et je le verrai figurer aux armes d'Angleterre, mieux que je n'y vois les lions. Voici des mois qu'on parle haut, qu'on multiplie les défis, qu'on pourfend en paroles. Mais en paroles seulement. Sire Édouard, c'est à vous que je viens faire l'offrande de ce héron. Car il revient de droit au plus lâche et plus couard prince de ce monde, qu'on a déshérité du royaume de France, et auquel le cœur manque, pour conquérir ce qui lui appartient. Puisqu'on me traite de couard, face aux dames et à mes barons, il vaut mieux que je dise là-dessus mon avis. Vous m'avez mal jugé, mon cousin. Ce n'est point lâcheté qui me retient encore. Et je vous fais vœu qu'avant l'année achevée, j'aurai passé l'eau, afin de défier le roi qui se prétend de France, et me combattre à lui. Va-t-il à moi 1 contre 10? Je vous sais gré de ce héron que vous avez pris pour moi et que j'accepte avec grand merci. Sire Édouard, mon jeune et vaillant cousin, je n'attendais pas de vous une autre réponse. Votre noble cœur a parlé, j'en ai grande joie pour votre gloire. Devant Dieu qui nous entend, je jure de partout vous précéder en bataille, et prie que vie assez longue me soit accordée pour vous servir assez, et assez me venger. Mes nobles lords, chacun de vous n'aura-t-il pas à cœur de faire vœu, comme votre sire bien-aimé l'a fait? My Lord Montaigu, à vous le premier je m'adresse. Contre Robert, tout à votre désir. Puisque le roi notre sire a désigné son ennemi, je choisis le mien. Et comme je suis maréchal d'Angleterre, je fais vœu de n'avoir repos gagné que lorsque j'aurai défait en bataille le maréchal de Philippe, le faux roi de France. Je ne puis faire vœu sans l'autorisation de Monseigneur. Vouez tout ce qu'il vous plaira, mamie. Vouez ardemment. Je ratifie d'avance. Et que Dieu vous aide. Si donc, mon doux sire, je puis vouer ce qui me plaît, puisque je suis grosse d'enfant et que même le sang remué, je voue qu'il ne sortira de mon corps que vous ne m'ayez mené outre-mer pour accomplir votre vœu. Mais s'il advenait que vous me laissiez ici et partiez outre-mer avec d'autres, alors je m'oxyrais d'un grand couteau d'acier pour perdre à la fois et mon âme et mon fruit. Mamie, vous nous donnez à tous leçon de devoir. Après vous, personne ne se vouera. Faites savoir à mon cousin Philippe que pour éviter de graves destructions au peuple et au pays, et une grande mortalité de chrétiens, ce que tout prince doit avoir à cœur d'empêcher, je lui offre de le rencontrer en combat singulier, afin de vider la querelle concernant l'héritage de France, qui est notre affaire personnelle. Et si le comte de Valois refuse ce challenge entre nos corps, je lui offre de l'affronter avec seulement 100 chevaliers de part et d'autre, en champ clos, à lance non épointée et à glaive non rabattue, avec pour prix la couronne de Saint-Louis. La proposition de mon cousin d'Angleterre a été adressée à Philippe de Valois. Non au roi de France, dont Édouard est le vassal, traîtreusement révolté. Je la récuse. Cette fois, Robert d'Artois a gagné. La guerre, sa guerre est enclenchée. À la tête d'un corps de bataille anglais, 22 000 hommes, il débarque en Bretagne. Il enlève Brest. Il attaque Vannes, et là... Je serai à cheval demain. Arras, Normé! Arras! Ah!
Sur le bateau qui ramenait Robert en Angleterre, il fallut 4 jours à la mort pour brûler en lui tout ce qui restait de force et de haine. La France, l'armée, la France. Monseigneur. L'armée. Il vous faut faire votre testament. Non, non, non. L'hostie, monseigneur. Non, non. Ah! Oh. Isabelle. Regarde, l'armée. Regarde. Comme elle est belle. Madame, je suis venu de France tout exprès pour vous dire que vos belles-sœurs sont des putes. Non! Pas Marguerite! Pas elle! Pas elle! Elle a crié, l'armée, quand tu l'as étouffée. Non. Non, non, monseigneur. Elle avait un corps tout entier, fait pour l'amour. L'armée. Mon blé, l'armée. C'est à moi. C'est mon bien. Le roi, à genoux, l'armée. C'est au roi. Refuse. Oui, sire. Au roi que j'ai fait. Il faut renoncer à la foi, Robert. Renoncer. Renoncer. Jamais! Chaque homme, en venant au monde, est investi d'une tâche souvent inconnue de lui-même et que tout le pousse à accomplir avec l'illusion de la liberté. Robert d'Artois avait mis le feu à l'Occident du monde. Sa tâche était terminée. Il avait allumé entre la France et l'Angleterre une guerre qui durerait 100 ans.